Bonsoir, bienvenue sur TV ADP ce soir pour une première émission attachée à, on va dire, une question, c'est quoi la mafia des tribunaux de commerce? Alors, je vais vous présenter simplement l'idée générale et après, je vous présente déjà à l'antenne une charmante dame qui s'appelle Estelle Covin, d'accord? Bonsoir Qui est la Christophe. première à Bonsoir à tous. participer. Donc, tu vas te présenter tout de suite après. Je fais simplement la présentation de l'émission pour que les gens comprennent à quoi ils vont assister. Alors, une forme de question. La mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? C'est simplement une émission qui va parler des dérives des tribunaux de commerce. D'accord? Un livre qui avait été écrit par un inspecteur de police, Antoine Godino, un inspecteur, on va dire, financier, d'accord? Qui a écrit un bouquin dans les années 2000, un petit peu avant les années 2000, qui avait failli provoquer la réforme des tribunaux de commerce. Alors, au cours des émissions, on comprendra pourquoi la réforme n'a jamais pu avoir lieu. En attendant, l'émission va parler de personnes qui vivent une épreuve difficile avec les tribunaux de commerce et une certaine mafia à l'intérieur de ces tribunaux de commerce. Alors, ma première invitée s'appelle Estelle Covin. Madame Estelle Covin, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis un bon moment, d'accord? Oui, on se connaît. Est-ce que tu peux te Très bien. présenter, dire d'où tu viens, où était ta société et, disons, ce que tu avais comme activité dans un premier temps? Oui, alors j'étais partie sur une activité d'hôtellerie-restauration, une reprise de fonds de commerce avec des murs, dans un secteur assez prisé à Honfleur, et ceci en 2012, fin 2012. Donc j'ai pris possession des lieux en 2013. Dès le début de la reprise, il y a eu de grosses difficultés, on y reviendra. Et donc voilà, la fin d'un rêve et un combat qui dure depuis, c'est ma 10e année. D'accord. Alors, pour éclairer un peu la géographie, donc tu es passé par un tribunal de commerce, tu vas nous dire dans quelle ville il était, et puis surtout, pour que les gens comprennent bien, d'accord, tu vas nous dire quel était le nom de ton mandataire, Bien celui sûr. qui est devenu liquidateur normalement, d'accord? Il faut donner les noms, il ne faut pas avoir peur à partir du moment où c'est quelque chose qui est une vérité factuelle qu'on peut prouver sans aucun problème, d'accord? Ah mais Alors, on se connaît bien et donc pas de problème pour citer des noms. Donc effectivement, suite à cette reprise, j'ai été confrontée au tribunal de commerce. Quel barreau? Le barreau de Lisieux, avec un mandataire judiciaire qui deviendra liquidateur puisque lui-même m'a assigné en liquidation. Il obtiendra ma liquidation en 2016. Monsieur Bernard Busbock, qui n'est pas méconnu du secteur puisqu'il œuvre seul depuis une bonne décennie sur un secteur prisé, comme je le disais, qui est la Côte-Fleurie, Deauville, Honfleur. Ça situe un peu la côte normande. C'est un beau secteur. d'accord. Bon, alors, ce qu'on va faire dans l'ouverture de cet entretien, c'est déjà de présenter la première intrigue. Pourquoi? Parce que le but dans cette émission, c'est d'être des avertisseurs, des informateurs, tout en faisant un peu de dénonciation de certains mécanismes. D'accord? Donc, jusqu'à preuve du contraire, notamment, tu as eu des articles de presse. Nombreux, assez nombreux. D'accord? Donc, avec des révélations qui étaient importantes. As eu des par quelques beaux médias, et d'ailleurs je me permets, je remercie Capital qui avait fait un article assez évocateur et significatif sur ma situation, mais celle de bien d'autres qui sont en liquidation, notamment dans le cadre de SCI, et donc Capital, oui, avait relaté plusieurs affaires. On sait qu'on est nombreux, mais on était déjà 5, je crois, sur l'article. Alors là, tu as introduit un mot qui s'appelle SCI. Tu introduis donc un sujet complémentaire. On s'aperçoit que dans les liquidations judiciaires,
Dès qu'on a une propriété immobilière, les rapaces sont de plus en plus importants. D'accord? Ça veut dire que les gens peuvent avoir une exploitation commerciale avec un fonds de commerce. Au-delà des spoliations qui arrivent sur l'entreprise par elle-même, parce qu'on va expliquer leur mécanisme, d'accord? En plus, derrière, souvent, l'entrepreneur, il est propriétaire de biens immobiliers, d'accord? Et là, c'est un facteur déclenchant supplémentaire de la volonté de spolier les entrepreneurs. Tu es d'accord avec moi? Alors, non seulement je suis parfaitement d'accord, et en plus, je suis la première à te féliciter pour ton émission, mais aussi pour tout le soutien que tu m'as apporté, puisqu'on savait depuis le départ quelle était l'issue et l'objectif de ma liquidation. C'était bien une spoliation immobilière et d'ouvrir un gros projet immobilier. On ne s'est pas trompé. C'était une évidence, et en même temps, c'est aux yeux et à la barbe de toutes les juridictions, peu importe ce qui se passe, les fous. On sait que la perspective, bien évidemment, est la spoliation du bien. Alors, on a quelques avancées, notamment Transparency, et qui ont œuvré dans ce sens-là, mais pour qu'on puisse être établi dans nos droits, c'est des combats de longue haleine, mais bien évidemment, la finalité est la même dans la plupart des liquidations. Ça, c'est donc là, si on comprend bien, par rapport à ta géographie, au-delà des incidents d'origine qu'on va découvrir, qu'on va expliquer, qu'on va essayer d'étayer, d'accord? Si on arrive tout de suite au point final, on va s'apercevoir d'une chose importante, et à mon avis, tu vas être d'accord avec moi, bien entendu, hein, c'est que tu étais sur une ville assez sympathique qui s'appelle Honfleur, d'accord? Et moi, je vais te poser une question bête et méchante, d'accord? La propriété que tu avais avec ton restaurant hôtel, d'accord? Tu avais une surface de terrain qui était importante sur la ville d'Honfleur. Oui. Et est-ce que tu peux me dire si beaucoup de terrains de cet univers-là existaient encore sur la ville d'Honfleur? Non. Très peu constructible, puisqu'on a un littoral qui est protégé, on est sur un secteur extrêmement protégé en fleurs, donc, et en plus un endroit de choix, hein, puisqu'on a une vue imprenable sur le pont de Normandie, donc on était sur une des rares parcelles à pouvoir exploiter. Et à pouvoir exploiter, quand tu parlais de construction, effectivement, l'objet étant, et ça on le sait depuis peu, alors auparavant on m'indiquait raser, bon finalement ils veulent plus raser, après avoir récupéré en fraude mon bien. Finalement la perspective c'est de construire quand même 3 maisons, donc oui c'est un beau terrain, enfin, d'agrandir une maison qui est ma maison au départ, d'en construire 2 plus les quelques 400 mètres carrés de surface bâtie de l'hôtel sur un terrain, un beau terrain d'agrément. Alors maintenant, ce que tu vas dire, tu vas donner le nom de l'endroit. Comment s'appelait cette entreprise? Quel était le nom de cette future spoliation? Ben, il est toujours son nom, c'est mon belvédère, Alors, ça s'appelle le belvédère. C'est le belvédère en fleurs, c'est mon belvédère, une affaire qui est... Et tout le monde a connu le belvédère puisque c'est un établissement qui a une histoire assez inscrite vraiment dans l'histoire d'Honfleur, hein. Ça a été une boîte de nuit, ça existe depuis des années et des décennies même. Donc tout le monde connaît l'endroit. Et c'est un lieu un peu mythique à Honfleur. D'accord. D'ailleurs, pour qu'il s'appelle le belvédère, je suppose qu'il y avait une très belle vue. Hein, il y avait ce qu'on appelle architecturalement un belvédère, un vrai belvédère, qui était un point de vue qui donnait sur l'estuaire de la Seine. C'était en architecture, c'est un point d'observation qui est toujours là. Et d'où les convoitises immobilières. D'accord. Alors maintenant, on va aborder maintenant le début de ton intrigue. Tu vas expliquer comment est arrivé
comment tu es arrivé au tribunal de commerce. Qu'est-ce qui t'a amené au tribunal de commerce? Il faut que les gens comprennent qu'il y a un moment donné, ta démarche, elle est dans une recherche de procédure de sauvetage, et comme le disent les journaux, parce qu'il y en a plusieurs, à chaque fois qu'on va au tribunal de commerce, au lieu d'être sauvé, on est tué. D'accord? Maintenant, faut savoir que c'est factuel, ça. On a, à l'heure actuelle, enfin, on avait 97% des entreprises qui rentraient sur une phase de redressement qui sont de manière systématique liquidées, 97%. Il faut savoir que sur les 3% qui restent, je crois de mémoire que c'est à peu près 30% seulement, sur les 3%, qui, étant rentrés dans un plan, arrivent à survivre et à suivre leur plan. D'accord. Ce qui veut dire que le sauvetage des tribunaux de commerce, non, clairement, ça n'existe pas. Là, j'aurai l'occasion de reproduire la parole d'un monsieur qui s'appelle Antoine Godineau, que j'héberge sur mon site, qui a des paroles qui sont explicites, hein, quand il dit, par exemple, que s'il y avait un hôpital qui avait 100 malades et puis que sur les 100 malades, il y en avait 80 qui allaient mourir, valait mieux fermer l'hôpital. D'accord? C'est un peu la même philosophie qu'il faudrait étudier pour les tribunaux de commerce. D'accord? Donc là, je fais un petit aparté pour que les gens qui nous écoutent, les téléspectateurs de TVADP, comprennent qu'en moyenne, en France, en moyenne, je dis, c'est à peu de choses près, c'est 400 mandataires liquidateurs qui dégomment à peu près 50 000 entreprises en moyenne par an. D'accord? Voilà, un minimum. Donc, maintenant, ce qu'il faut que les gens un jour se posent comme question, c'est où va l'argent? D'accord? Retenons aussi que ce sont principalement des TPE qu'on prive de défense et on connaît la cible en leur interdisant, enfin, parce que la loi on peut la controverser, mais elle est faite ainsi pour le moment. Effectivement, il y a très peu d'échappatoires pour le débiteur et que ces TPE sont en proie effectivement à des mandataires qui sont un nombre restreint, dans des circuits fermés, avec l'étendue des droits du débiteur. Et donc, le débiteur n'a aucun moyen de défense dans la plupart des cas. Donc, en fait, faut que les gens comprennent qu'en fin de compte, le mandataire, il a tous les pouvoirs. Il prend la main absolument sur tout. Quasiment tous, parce qu'il reste une dévolution quand même il y a encore, enfin, il y a des droits, logiquement, qui sont alloués aux débiteurs propres. Oui, le débiteur, non pas le mandataire ès-qualité ou le liquidateur ès-qualité, bien le débiteur. Encore faut-il qu'il soit respecté et encore faut-il que ce débiteur puisse, quand ses comptes sont bloqués, quand il n'a plus accès à sa trésorerie, se défendre au moyen d'un avocat qui est un verrou incontournable des procédures et de plus en plus depuis 2019. Alors, justement, là, on va aborder maintenant le cheminement de ta propre affaire. D'accord? Comment t'es arrivé au tribunal de commerce? Qu'est-ce qui t'a amené au tribunal de commerce par rapport au début de ton activité? Pour que les gens comprennent le cheminement. Parce que le but de cette émission, elle a un rôle important, c'est de faire comprendre aux gens que le mécanisme est pratiquement le même. Toujours le même. Ernest Pardoux l'a expliqué dans son ouvrage. C'est de manière systémique, toujours la même stratégie qui est employée. Et moi, j'étais une petite brebis et de manière banale, je me suis fait abuser et par quelques conseils qui m'orientaient vers le tribunal de commerce en me disant si on va vous aider. Donc j'y suis allée parce que j'avais besoin d'aide. Alors justement, tu vas raconter là, je vais te laisser la parole pendant le temps que tu expliques le début de ton intrigue. D'accord. À quoi t'es arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu arrives au tribunal de commerce. Vas-y, je te laisse la parole, tu expliques.
Merci Christophe. Donc oui, je reprends le Belvédère, enfin je signe pour le Belvédère le 27 décembre 2012 en pensant avoir validé tous les actes de manière protégée quand même, avoir fait. On avait effectivement sur l'ensemble des actes, des avant-contrats, des clauses résolutoires en matière notamment d'installation électrique et de conformité. Et puis, un problème de fuite qui a été signalé, mais surtout découvert lors d'une visite, mais volontairement dissimulé quand même, et qui a fait l'objet d'un avenant aussi, de manière à ce que je me barre. Donc, je pensais être protégée, et puis quand j'ai repris l'établissement, je me suis rendu compte que malgré une levée des réserves de la commission de sécurité, finalement, l'établissement, sur le plan électrique, j'ai mes quelques connaissances, changer une ampoule, mais je vois quand même quand c'est dangereux. Et là, c'est Beyrouth, c'est extrêmement dangereux. Estelle, tu peux rappeler l'activité du lieu que tu avais? On était sur un ERP5 avec activité de sommeil, hébergement de sommeil. Donc, ce qui, en plus, la législation avait clairement durci en 2011 les conditions d'exercice de l'hébergement de sommeil. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais demandé à ce que, bien évidemment, les normes soient respectées et que je reprenne un établissement qui était protégé et en état de fonctionnement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, très vite, je me rends compte de la supercherie, puisque au-delà des problèmes électriques, je fais dès le 20 janvier. Donc, je te dis, j'ai signé le 27 décembre, je reprends le 3 janvier. Je fais venir un huissier le 20 janvier pour constater, non seulement c'est qu'on m'a planqué des bassines dans les plafonds, et bien évidemment, des bâches en forme de bassines. Je ne voudrais pas, donc... voilà, ce sont des bâches en forme de bassine. Bon, un réceptacle dans un plafond, puisqu'on avait un toit terrasse, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, forcément, comme toute bassine, ça finit par déborder. Ça, c'est un peu le principe de la bassine. Et puis, je découvre des fils électriques spartiates, et à la vue, vraiment à la vue. Donc j'appelle mon avocat et je lui demande d'intervenir. Je fais faire un constat de huissier qui constate qu'on avait planqué des bassines, enfin des bâches pour camoufler les fuites, puisque c'est pas autre chose. Et donc de là, on va rentrer en combat judiciaire. Donc mon avocat... Par rapport à la cession de l'entreprise, c'est ça. Voilà. Donc moi, je suis déjà propriétaire. Là, mon avocat, je lui explique ce qui s'est passé, parce qu'il n'avait pas concouru à la vente. Je le saisis et le temps qu'il comprenne, il me dit, bon, on va clairement demander une expertise judiciaire. Donc on aura une expertise judiciaire qui ne s'inscrit pas du tout dans le timing de l'entreprise. Il faut savoir que l'expertise judiciaire durera près de 2 ans. Que pendant ce temps-là, je suis censée quand même travailler, je suis censée dans des conditions déplorables, puisque très vite, je perds une salle de près de 80 couverts, ce qui ampute de quasiment 2/3 mon activité de restauration. Alors que notre force, c'était le groupe. Moi, je rachetais pour faire du groupe. La force de l'établissement, c'était le groupe. Et donc, pour faire du groupe, si vous n'avez pas de place ou peu de place, et compte tenu de ça, oui, donc on perd les groupes, effectivement, donc désaffection du lieu, parce que entre deux, je rénove la salle du haut, mais je suis obligée d'accueillir dans la salle du bas qui fuit. C'est très délicat de fournir des parapluies à ses clients en plein service. Et voilà, mais j'ai tout fait, tu sais, j'ai amené 2 tonnes de sable pour faire un esprit de plage, parce qu'il fallait tous les jours trouver une solution. Donc j'ai sorti 2 tonnes de sable au seau, j'ai
et il fallait servir, il fallait essayer de s'en sortir, Donc, et en attendant qu'on ait une décision de justice. Enfin, on a un rapport, ce qui prendra 2 ans d'expertise judiciaire, qui attestera qu'effectivement, bien évidemment, non seulement il y avait des fuites qui n'étaient pas des fuites qui étaient arrivées comme ça ouais. l'hiver, de manière intempestive, On pour peut un appeler problème ça, de neige. Estelle, est-ce qu'on peut appeler ça un vice caché? Ah ben, au-delà de ça, c'est qu'on est sur un dol et la première instance a bien retenu le dol. Donc le dol, hein, c'est au civil effectivement la définition d'escroquerie, puisque on a volontairement en plus masqué cette existence alors qu'on la connaissait, puisque, et ça le rapport d'expertise le dit, c'est un défaut de structure du bâtiment qui existe depuis l'origine. Donc la finalité. Et la propriétaire ne pouvait pas l'ignorer. Alors, la finalité. Là, sur le problème électrique, on a une levée des réserves, on ne sait pas comment, puisque je te dis, c'est Beyrouth, hein, même celui qui voudrait changer une ampoule, il ne sait pas s'il grille pas, hein, c'est impressionnant. Et donc, de là, on obtient l'autorisation d'assigner à jour fixe. Donc, on assigne au vu de ce rapport, puisqu'on sait qu'on a un rapport qui nous est favorable. Et le tribunal de grande instance de Caen rendra sa décision le 16 novembre 2015, une décision favorable à hauteur de plus de 300 000 € de condamnation, avec une perte d'exploitation à réévaluer à achèvement des travaux. Et voilà, donc je me dis, là, je suis sauvée. Bah, pas du tout. D'accord. Donc là, ça représentait une enveloppe de combien alors? La justice leur envoyait une enveloppe de combien? Au global, on était sur plus de 300 000, mais on arrivait, compte tenu des délais, à peu près 400 000, compte tenu des frais aussi engagés. On n'était pas loin des 400 000. Donc ça, voilà. c'est d'ailleurs, très important. honnêtement, la presse, ouais. D'accord. Sauf que, comment je suis arrivée au tribunal de commerce? Parce que le Crédit Mutuel, alors qu'ils avaient les mêmes clauses résolutoires que moi pour l'obtention du prêt, à savoir l'installation électrique, la conformité. Bon, alors retenons quand même, hein, c'est pas si anecdotique que ça, que l'ancienne propriétaire était aussi cliente de mon agence. D'accord. Donc là, il y a un conflit d'intérêts au niveau de la banque. Ah bah, on peut le soupçonner très clairement quand même. Là, on est obligé de le soupçonner et ce qui va suivre te dira qu'on sort même du soupçon. Donc effectivement, je crois que je suis sauvée puisque j'ai une condamnation. J'ai mon avocat. Il y a une condamnation à ton bénéfice, hein, faut préciser. Une condamnation, voilà, une condamnation qui m'est favorable. On valide, le tribunal de grande instance estime clairement qu'il y a eu dol. La condamnation est, on va pas dire sévère, hein, elle est, pour moi, elle est juste compte tenu aussi de mon investissement et de la tromperie, parce que clairement, c'est des bassines dans les plafonds, c'est assez incroyable. Quand tu as un établissement, un bureau de contrôle, c'est aussi assez incroyable que… Bon, on en reparlera. Mais donc, du coup, moi, entre deux, ce que j'avais fait comme erreur, alors que j'avais des créanciers en 2014, donc je t'ai dit, j'ai repris en 2013. Ouais. Mais pour tenir jusqu'à ce que sorte ce rapport d'expertise, parce que report de réunion, il faut savoir quand même qu'il y a eu des reports de réunion, parce que madame n'était pas disponible, l'ancienne propriétaire, donc on reporte. Donc tu as été entrepreneur comme moi, tu connais le timing de l'entreprise. J'avais 5 employés. Hein. Quand tu reçois sous la pluie et que tu as pressé 2 ans, c'est extrêmement long. Nous, on a des charges qui courent, un prévisionnel qu'il faut tenir. Comment tu tiens un prévisionnel quand déjà tu as 80 couverts de moins? D'accord. Donc là, ça, c'est ce qui et donc, j'ai eu la mauvaise idée de me mettre en redressement judiciaire. Alors. Et là, je tombe sur quelqu'un qui est bien connu, mais moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas à l'époque. Ouais. Donc, je tombe sur monsieur Bernard Busbock, mandataire judiciaire. Et là,
Eh Alors, bien, alors, donc ça c'est en 2014. Entre deux, je suis très heureuse de lui annoncer que j'ai gagné. Ma procédure en première instance, c'est que j'ai un titre exécutoire pour près de 400 000 euros et et que voilà, donc là, et que de toute normalement, façon, je tiendrai mon plan puisque j'arrive encore à travailler malgré tout, hein, je tiens voilà, quand même, d'accord. je travaille. Et là, incroyable, il m'assigne en liquidation. Alors là, déjà, à ce niveau-là, on le déclare ici. À ce niveau-là, il y a déjà une escroquerie à jugement par le mandataire. Il ne tient pas compte d'un élément important qui est ton bénéfice juridique, d'accord? À partir du moment où ça rééquilibrerait tes comptes ou que ça permettait d'avoir un plan de redressement. Ah ben, bien évidemment, et il retient comme argument un Donc là, redressement manifestement impossible. donc là, la liquidation judiciaire qu'il demande, il la demande au titre de la société d'exploitation. Il la demande et pour mon fonds il assigne mes deux sociétés. Ça veut dire, moi, j'avais une URL exploitante du fonds de commerce et j'avais une SCI Au niveau de qui l'immobilier. gérait le patrimoine immobilier. D'accord. Et non, non, c'est beaucoup plus drôle que ça, c'est qu'il assigne les deux sociétés. L'histoire démontrera, alors bon, des plaintes déposées, mais tu connais mon parcours, hein, des plaintes Ouais. déposées qui mettent clairement en lumière toutes ces problématiques. Et on comprendra aussi, c'est qu'avant même de m'avoir assigné en liquidation, il transférera tous mes documents comptables à mon adversaire au moment où il rentrera en cause d'appel. D'accord. Bon là, Il va clairement protéger l'appel de mon adversaire. Et tiens-toi bien encore, enfin non, tiens-toi bien, toi tu le sais, mais tout le monde ne le sait pas, donc non mais c'est tu là fais que comme c'est si tu me intéressant l'apprenais. quand même, c'est qu'il sera soutenu en plus dans sa démarche par mon propre avocat. Voilà. Donc là, on est dans une collusion, d'accord? Alors Bien là, sûr. on évitera d'aborder à l'intérieur de cette émission-là, dès la première, les complicités franc-maçonnes de ce qui existe dans ce genre d'affaires, d'accord? Oui. On aura Oui. l'occasion de revenir, mais en tout cas, la collusion et les complicités se sont installées autour de ton affaire. On Alors, peut le dire, au-delà du conflit d'intérêts, je pense qu'on peut aller jusqu'au trafic d'influence, voilà, effectivement. d'accord. Donc, en fin On de a tous compte, les paramètres et on a quand même des éléments de preuve qui me permettent de le dire donc, ouvertement ce soir. est-ce que le mandataire, celui qui demande ta liquidation, avait fait l'inventaire de ton patrimoine? Alors, il n'y a eu aucun inventaire du patrimoine immobilier. D'ailleurs, il a été vendu en saisie par un juge qui n'a jamais été désigné, et ça, c'est encore autre chose. C'est en information pénale à l'heure actuelle, entre les mains d'un juge d'instruction. Ouais. Ça tarde, mais voilà, bon, c'est tel que la loi le prévoit, l'article 641-1 du Code du commerce qui dit qu'on Ouais. désigne le juge commissaire. S'il l'est pas, bah, c'est qu'il l'est pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le Code du commerce, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on donne quand même des décisions qui vont permettre au Crédit Mutuel, justement, hein, peut-être parce qu'il a choisi sa cliente, de vendre mon patrimoine, alors d'ailleurs que la loi même l'interdit, Attends, puisque j'étais débiteur protégé. Moi, j'étais en liquidation judiciaire, donc logiquement, la banque ne pouvait pas venir saisir. Seul le liquidateur pouvait agir. alors, qu'on soit clair, pour qu'il y ait pas, pour que les gens comprennent. Tu gagnes au Mhm. tribunal une enveloppe qui représente à peu près 400 000 euros. Oui, on estime que le redressement est manifestement impossible. Mhm. D'accord. Donc maintenant, est-ce que le montant que t'attribuait le tribunal pouvait compenser la valeur des emprunts que tu avais faits au niveau de ton achat? Ah bah, c'est-à-dire que ce seul montant, ça payait l'intégralité des prêts des sociétés Donc et voilà. des Donc d'un biens, côté, l'intégralité et des créances. Il n'y avait pas une alors créance donc là, alors je t'explique parce que qui n'était pas soldée. je voudrais annoncer quelque chose d'important aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent euh, comment une banque, qui est une ligne de créancier dans un passif, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, une banque a une particularité, d'accord? C'est qu'elle est inscrite comme créancier chirographaire, c'est-à-dire comme un créancier lambda, comme les petites entreprises.
Alors qu'une banque a pratiquement toujours la garantie d'être payée par des hypothèques, des nantissements, des Ça, elle cautions. était inscrite sur l'immeuble dans la mesure où il y avait une Voilà. hypothèque. Et donc, un mandataire judiciaire, au lieu d'utiliser un banquier comme une créance qui pourrait être en suspension pour éviter de baisser le passif, il fait tout pour l'augmenter. Donc toi, qu'est-ce que tu vas vivre? Tu vas vivre une augmentation de ton passif en diluant la valeur de tes actifs. Ton actif, c'était le tribunal qui te donnait 400 000 euros. On fait comme si ça n'existait pas, d'accord? Et le mandataire, il considère que tu as une dette. C'est ça qu'il a fait, en fait. Alors, c'est même un petit peu plus complexe que ça, parce que comme on a une organisation frauduleuse d'insolvabilité qui a été clairement couverte, hein, qui était un délit de flagrance, mais je comprendrais que mon avocat était finalement complice du mandataire, surtout quand je vois ce qui a été sorti de mes comptes pour le payer. J'attends des explications, mais tu connais les difficultés qu'on a à obtenir et des états de compte d'un liquidateur et les rapports trimestriels. Est-ce que tu as le droit de donner le nom de ton avocat pour que les gens comprennent? Non? Tu veux pas, peut-être? Ah ben, si, bien sûr. D'ailleurs, je reprends cette formule de Coluche qui dit on n'a que les yeux pour pleurer dans sa très belle chanson sur les vacances, et que je retiens aussi cet adage qui dit que le crime paie. Et moi aujourd'hui, mon avocat vient de devenir bâtonnier de Lisieux, alors qu'on me refuse un avocat depuis plus de 2 ans. Alors que j'ai une aide juridictionnelle totale sur l'ensemble de mes dossiers, j'ai un droit à agir et on me refuse sur toutes les juridictions. Je n'ai pas le droit et je suis systématiquement déboutée et condamnée. Buzzbox est même venu quand même ici récemment, et tu connais le dossier, pour la vente des meubles de mon fonds de commerce, venu saisir mes propres biens personnels pour payer son avocat. Ce qu'il faut bien comprendre, que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, c'est qu'un mandataire, il a une fonction primaire. C'est d'empêcher tous les moyens de pouvoir te défendre. Et pour t'empêcher de te défendre, c'est de te ruiner au maximum. D'accord? Pour que tu n'aies plus justement les moyens de payer un avocat. Et puis, il a des soutiens, parce que moi la première phrase qui m'avait marqué, le premier avocat que j'ai rencontré. Buzzbox, il s'appelle, hein, Buzzbox. Hein, Bernard Buzzbox. Bernard Buzzbox. Le premier avocat que j'ai rencontré ici, et je dirais bien des dizaines derrière, y compris des notaires, m'ont dit vous attaquez à quelqu'un qui a le bras long. Alors, moi, naïvement, j'ai dit s'il a le bras long, on va lui couper les jambes. Ils m'ont dit, madame, ça ne marche pas comme ça. Personne ne va s'attaquer à Buzzbox. Bon, moi, je continue, et parce que je sais que je suis dans mon bon droit, et donc j'ai ni peur de donner les noms, ni peur de dire quoi que ce soit, parce qu'on m'a fait perdre 10 ans de ma vie. Ça peut durer, mais ça ne durera pas ad vitam aeternam, et qu'il y a un moment où justice doit être faite, et pour moi, et pour tous ceux qui n'ont pas eu la force de nos combats. Tu connais le combat aussi, on connaît tous. On a perdu certains en route, et tant que je suis debout, j'espère qu'ils pensent à moi. Voilà. D'accord. Alors, tu vois, le sujet de cette émission, d'accord, il a un rôle important. C'est au-delà de démontrer ce que tu as vécu, de démontrer les mécanismes qu'ils mettent en place. D'accord? C'est le ratio, il est très simple à faire. Hein. Pour pouvoir liquider une entreprise, je parle même pas, et pouvoir après capter les biens immobiliers qui appartiennent à l'entrepreneur. Bien sûr. C'est une chose très simple. D'accord? Grosso modo, je fais un raccourci. On augmente la valeur des dettes et on diminue la valeur des biens. Bon, alors, c'est pas seulement ça, faut pas oublier, leur mode de rémunération même induit ces méthodes. Tant qu'ils seront payés à la créance, ils auront un intérêt, mais ça, Godino le disait très bien. On a le rapport d'Arnaud Montebourg qui le dénonçait. C'est pas comme si c'était nouveau, c'est à la barbe et aux yeux de tous. Tout le monde sait que le mode de rémunération des mandataires exposera toujours à ce genre de fraude, puisque l'artifice des créances, du gonflage de créances, c'est ce qui les fait vivre. Donc,
Ils ne sont pas là pour négocier en faveur de l'entreprise. D'abord, ils sont là pour défendre le créancier et pas du tout l'entreprise. Hein. D'accord? Et surtout leur portefeuille aussi. Hein. Alors, là, je vais paramétrer quelque chose de simple. Quand on écoute Antoine Gonido, quand il avait écrit son livre La mafia des tribunaux de commerce, il abordait deux choses qui étaient importantes. C'est qu'au sein des tribunaux de commerce, il n'y a pas de procureur, d'accord, ou très peu ou rarement, et que dans un deuxième temps, le mandataire, celui qui demande la liquidation, celui qui est le premier coupable, celui qui fait soit les remports, soit les conclusions mensongères, d'accord, pour demander la liquidation, est le premier de tous les coupables. D'accord? Déjà, il faut bien se dire que si ce n'est pas un créancier qui demande la liquidation et que c'est le liquidateur, enfin le mandataire, c'est bien qu'il a intérêt. Hein. Voilà, donc, alors Donc, après, on comprendra, dans ton affaire, on comprend facilement quel est l'intérêt. Il y avait un intérêt au-delà de l'entreprise, c'était l'acquisition immobilière, parce que le terrain, quand on sait où il est. Mais au-delà de ça, hein, évincer l'ancienne propriétaire d'une dette de 400 000 € qui était assortie d'à peu près, un peu moins de 400 000 € mais avec 138 000, je crois, de mémoire, ou à peu près, ouais. On va dire 130 pour pas biaiser. Donc le Crédit Mutuel était complice dans cette affaire-là. 130 000 €. Écoute-moi bien, 130 000 € de perte d'exploitation à réévaluer éventuellement annuellement à achèvement des travaux. Hein. Aujourd'hui, on est donc la condamnation date de 2015. T'imagines où on en serait s'ils n'avaient pas révoqué cette décision. Ils ont révoqué cette décision parce qu'on m'a interdit de me défendre sur cette procédure en appel. C'est l'ancienne propriétaire et moi, de mon côté, pour son appel, mon ancien avocat qui était clairement en complicité avec le liquidateur, moi j'étais dessaisie, je n'ai rien pu faire. Ils se sont débrouillés sur un jugement hallucinant. Alors quand c'est comme ça, tu sais, en général, on t'embrouille. Hein. On ne fait pas, tu n'as pas 5 pages de jugement, hein, tu passes à 28. Hein. Tout est développé, argumenté, que tu peux tout contredire tellement c'est drôle quand tu connais ton affaire. Mais tu connais ce fameux théorème de Pasqua qui dit, voilà, des affaires dans les affaires. Donc on a complexifié au maximum pour dire si. Bah, Madame Covin est extrêmement méchante de toute façon, il faut savoir. Non, mais, bon, alors, les premiers juges ont dit n'importe quoi. L'expert judiciaire, il n'y connaît rien. Tout va bien. Là, en fait, on est dans une tromperie permanente, d'accord? Ça veut dire que là, pour que tu comprennes bien le schéma de cette émission-là, c'est de bien montrer qu'à l'origine d'un mensonge, celui qui demande la liquidation, derrière, la mécanique juridique, c'est justement la théorie de Pasqua. Pour noyer une affaire, on crée un mensonge. Créer des affaires. Quand vous êtes emmerdé dans une affaire, créez des affaires. C'est exactement ce qu'ils mettent en place, d'accord? Sauf que jusqu'à preuve du contraire, ceux qui font durer la procédure s'en mettent plein les poches. Donc la justice. Ah mais et puis alors je veux revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est sur les procureurs. Alors, effectivement, Antoine Gaudino a montré l'absence des procureurs, mais rappelons cependant que seulement en vertu du Code du commerce, ils ont déjà une application et un rôle induit alors, non pas de surveillance, puisque la surveillance, c'est d'avoir un juge commissaire, chose que moi-même, je n'ai pas eu. Hein, ce qui est, voilà. Mais le rôle du procureur est quand même majeur. Il est censé veiller clairement au bien fondé et au bon déroulement de cette procédure. Il a beaucoup de pouvoir, d'ailleurs. Mais les gens doivent savoir que dans un tribunal de commerce, le seul professionnel juridique, c'est le mandataire. Ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'à alors attention, pas le mandataire, le liquidateur, parce que c'est pas pareil. Hein. Moi, oui, tu sais, le mandataire, bon, mandataire, oui, mais quand je dis ça, je prends un raccourci parce que le mandataire. On va pas se mentir, quand il était mandataire, il m'enquiquinait déjà beaucoup, mais j'étais encore administrateur de mes biens. Alors, et après, il devient liquidateur.
Mais quand il m'assigne en liquidation, bien évidemment, il devient liquidateur. Et pire, je fais annuler donc cette liquidation en 2016, je la fais annuler en 2017. Même si elle est le même jour reprononcée sur le fondement du 562, donc qui est l'effet dévolutif de la cour, enfin l'effet dévolutif, oui, à la cour d'appel. Donc elle reprononce par arrêt ma liquidation. Le problème, c'est que pendant ce laps de temps de 1 an, il a eu le temps, clairement, de pourrir. Enfin, moi, on m'a quand même interdit de faire la comptabilité. J'ai des factures qui n'ont jamais été ni publiées, ni fournies, ni payées. Et tout est. Enfin, je veux dire, on décide vraiment dans quel camp on est. Moi, on savait que j'étais capable de présenter un plan. Moi, il faut savoir que j'ai quand même présenté un plan à mes créanciers qui a été accepté par tous les créanciers. On m'a interdit, je n'ai jamais pu le faire valider par le tribunal de commerce. J'avais un plan circularisé et adopté de tous mes créanciers. Alors, écoute bien, ce que tu viens de dire là, c'est ce qui se passe pour plein d'entreprises qui sont liquidées. C'est-à-dire que la parole du mandataire, d'accord, passe par-dessus tout. Tu as le procureur de Montgolfier qui a accusé ça, tu as le procureur Lyon-Camp qui a accusé ça. Il parlait des bénévoles dans les tribunaux de commerce, ceux qui commencent à avoir une robe noire, qui se croient au-dessus du pouvoir de tout le monde, d'accord, qui sont souvent d'une incompétence incroyable et qui font surtout leur incompétence principale, c'est de croire le mandataire. C'est ça leur principale incompétence. Même si de alors, j'aimerais pouvoir dire que c'est toujours de l'incompétence. On est obligé aussi de se dire, tu sais, quand on voit qu'on a un liquidateur qui a enfin fini en prison, mais avec à son actif 12 millions, je crois, de détournement de fonds, tu te dis que tu peux acheter qui tu veux avec 12 millions quand même. Hein, c'est ce qu'ils font. Moi, j'aurais des on est obligé de penser qu'il y a forcément du trafic d'influence, puisque ce livre de Godino, effectivement, existe et c'est une référence. Il a été lu et très largement diffusé. On a quand même Arnaud Montebourg qui a fait un gros travail. On a Madame Intermédiaire. C'est pas comme si on était sur une problématique qui n'était pas connue. Elle est parfaitement connue et identifiée. Le problème, c'est comment on prive cette élite de son mode de vie, de rétribution, qui est, voilà, on pourrait aussi étendre cette réflexion à la forme juridique des grèves des tribunaux de commerce. Je ne parlerai pas du mien, mais voilà, qui reste du business. Hein. Une seule, c'est une seule, c'est du business. Dans ce que tu dis là, les grèves des tribunaux de commerce n'ont rien à voir avec les grèves des autres tribunaux. Bien sûr que non, ils sont très indépendants. Les autres tribunaux, eux, sont les greffiers sont de la fonction publique. Hein, ils travaillent pour voilà. Alors que nos greffiers des tribunaux de commerce sont des SELAL, ce sont des sociétés. D'accord. Et donc organisées ils sont propriétaires d'un site qui s'appelle Infogreffe. Bien sûr. Avec lequel ils gagnent en moyenne, à une époque, ils gagnaient en moyenne 30 000 € par mois rien qu'avec leur site. D'accord ? Et avec une particularité très importante. À l'époque, tous les documents que tu téléchargeais n'avaient pas de valeur légale. Il fallait aller chercher la... Oui, longtemps, oui. D'accord ? Mais tu sais pourquoi ils n'avaient pas de valeur légale ? Tu veux que je te donne une information complémentaire ? Oui, je veux bien. Ils n'avaient pas de valeur légale simplement parce qu'ils pouvaient manipuler les écritures à l'intérieur des publications. Ils le font encore, tu sais, moi, ils ont tout nettoyé, ils font du nettoyage quand ils veulent sur tes statuts. C'est une manière d'aider un mandataire à liquider une entreprise. Voilà. Moi, faut bien imaginer et bien retenir quand même, c'est qu'au-delà d'avoir un juge-commissaire qui n'a jamais été désigné par jugement, tel que l'impose le 641 du Code de commerce. Tu sais comme moi hein, que, bien évidemment, la première chose, peu importe que j'étais passé par un redressement, l'obligation est un dépôt au BODAC. D'ailleurs, j'ai des arrêts de cour d'appel de 2017 qui ordonnent bien évidemment cette publication au BODAC. Tous les chefs de cour ici, que ce soit le procureur, premier président de la cour d'appel, le procureur général, tout le monde sait.
Il n'y a jamais eu de publication, ce qui veut dire qu'on n'a jamais appelé les créanciers à déposer leurs créances. Non, mais Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de dépôt des créances qui soit légal. Pour moi, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de clôture qui soit légale. Et ça, tous le savent ici. Mais c'est de l'escroquerie, ça, pour moi. Incroyable. Ah ben, là, on est sur de l'escroquerie en bande organisée, ouais. D'accord. Bon, de l'escroquerie à jugement parce qu'ils ne respectent pas les procédures. Puis parce que les arguments, j'ai jamais pu les contredire. Et au-delà, alors, soi-disant, des conclusions ne sont pas des actes et on ne ment pas sur des actes. Moi, je le sais, à partir du moment où déjà il avait pris part en tant qu'allié à la procédure de mon adversaire au moment où il demande ma liquidation, c'est bien évidemment qu'il a d'autres perspectives. Après, je te dis, outre ce qui peut être imaginé en termes de bas de chiche sur une vente, je rappelle que ma vente a lieu, tu t'en souviens, tu m'as soutenu comme tu as pu, hein, la vente immobilière parfaitement illégale d'ailleurs, dénoncée aussi d'une certaine manière, puisque l'un des acquéreurs de ces petites holdings, sociétés écrans, qui ne sont pas très écrans, parce que finalement, on trouve très facilement tout ce qu'on veut, c'est assez simple. Hein. Ça m'a pris 2 heures de retracer toute leur société. Et là, tu te rends compte que ce mec-là est toujours intervenu pour l'avocat du Crédit Mutuel, que même quand la DDPP fait un signalement au titre de l'article 40 pour faux usage de faux sur les actes préalables à la vente, hein, ce qui est énorme, hein, ce serait toujours en enquête depuis 2 ans. Mais mes recommandés sont inefficaces pour le moment. À l'heure actuelle, Madame la procureure de Lisieux, puisqu'elle a remplacé Monsieur David Pamard, que je me permets de citer, hein, qui disait, je crois, en 2012, que la justice, je crois, n'a de valeur ou n'a de... J'ai oublié, que si elle est exécutée. Alors, je ne sais plus précisément, mais voilà, en gros, il faudrait faire exécuter la justice si seulement, monsieur Pamard, si seulement, compte tenu du nombre de plaintes que vous m'avez classées, bon, aujourd'hui, il a quitté le parquet de Lisieux, ils ont remplacé tout le monde d'un coup. Hein, donc, c'est-à-dire que quand on commence à faire des révélations, qu'on commence à gêner, ils les mutent, mais pas par sanction. Souvent, c'est de la promotion qu'ils ont. Ah ben c'est ça, il est devenu avocat général à la cour d'appel. Depuis longtemps. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette émission que je lance, donc qui est la première invitée, c'est que les gens comprennent, d'accord, que la fraude du mandataire à l'origine, c'est la tromperie elle est obligatoirement avec une forme de collusion, d'accord, et que derrière cette liquidation-là, systématiquement, on a affaire à une escroquerie à jugement quand on demande la liquidation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on trompe les chiffres. Ils ont le mandat. Il faut arrêter avec les mandataires. Mais même pas seulement les chiffres, tu sais, même les pièces, il y a des trucs antidatés, j'ai vu des enquêtes biaisées, j'ai vu. Voilà, je pense que là, en 10 ans, j'ai tout vu. Donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en simplicité, tu es victime d'une escroquerie à jugement dans un premier temps, d'accord? Et après, tu subis une chose qui est mécanique, qui est la forme de l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que le premier mensonge ou les premiers mensonges qui sont initiés, à chaque fois, ils sont convertis dans des autres jugements, dans les recours que tu fais, qui confirment tout. Oui, parce que d'abord, à partir du moment où, par exemple, un tribunal de commerce n'est que très rarement capable de répondre en droit commercial, la tactique est toujours la même. On va faire des attaques ad hominem. Donc, Madame Covin, elle est très méchante, elle conteste tout. Alors, on va juste dire, elle est très méchante, elle conteste tout, c'est après sur tous les jugements. Hein. À aucun moment, par contre, même si je développe 25 pages de moyens, tu connais la plupart de mes écritures, hein, on va répondre à mes écritures. On ne répond pas à tes écritures, on dit juste, Madame Covin, elle est méchante. Voilà, et donc, elle s'oppose à tout, mais en même temps, bien évidemment, il faudrait en même temps qu'on nous liquide et qu'on nous dise, voilà, on vous liquide, mais s'il vous plaît, faites un sourire. Et que ça passe comme ça. Non, quand on prend, parce qu'il faut savoir, tu le sais comme moi, hein, quand on prend ton outil de travail
quand on le prend sur le plan du temps, de la procédure, de ta vie, et sur le plan familial, ton temps, tes perspectives d'avenir, c'est presque, malheureusement d'ailleurs, je dirais que pour certains, ça a été de l'assassinat parce que j'en ai vu mourir. Bon, moi, je suis de ceux qui, je résisterai, mais effectivement, c'est encore plus grave qu'il n'y paraît parce que c'est fait de manière très consciente. Et je reprendrai aussi le livre d'Ernest Pardoux, je me permets encore de le citer, mais il explique très très bien dans la supercherie judiciaire quelle est et la finalité et aussi la stratégie appliquée à toutes nos procédures de manière systématique. Il y a tout un tas de techniques qui sont récurrentes, qu'on retrouve dans tous nos dossiers. D'accord. Alors, attends, Estelle, ce qui est important, parce que là, on parle beaucoup, on a des auditeurs, des téléspectateurs qui vont demander si dans ce qu'on dit, est-ce qu'il y a à un moment donné un endroit où on peut consulter les pièces qui pourraient prouver tout ce qu'on dit. D'accord? Est-ce que tu as, par exemple, des accusations avec des vidéos, avec des, est-ce que tu as ce genre de choses? Alors, j'ai un excellent monteur, chorégraphe et cinéaste qui s'appelle Le Caribouman, qui a eu cette gentillesse d'abord de toujours m'aider dans mes procédures. Enfin, dès qu'on s'est connu, ça a tilté. Et puis, c'est vrai que tu as été très présent dans mon combat. Tu le connais bien, donc tu as fait quelques montages. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une chose, c'est que j'ai réussi. Alors, bon, on pourra dire, je me demande, parce que à lecture de ce que je vois dans ce dossier, des fois, je me dis, on est sur une information de pure forme. Hein. Tu me dis, on parlait tout à l'heure des gens importants, et je voudrais là citer mon ami Georges Domergue. Parce qu'il a beaucoup aidé. Il connaît tous ces secrets d'instruction, toutes ces stratégies d'instruction, tout. Il connaît très bien mon dossier. Georges Domergue est pour moi la référence, la pointure en droit pénal. C'est dès que je le vois sur fait entrée d'accusé, je me dis, puis en plus il est d'une... Bon, tu as précisé que c'était un juge? Est-ce que tu as précisé que c'était un juge? Monsieur le juge Domergue, ben oui, le juge Domergue qui a été rétrogradé parce que c'est un juge qui était plein d'honnêteté et de probité, et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, les yeux pour pleurer, il n'y a que les yeux pour pleurer, mais le crime paie. Et donc mon ancien avocat est devenu bâtonnier, c'est formidable. Voilà, donc c'est ça. Alors là justement, on aborde un sujet qui est important, c'est que les professionnels qui commencent à trop l'ouvrir, on leur casse leur métier. Bien sûr, mais il a cette gentillesse d'aider, alors comme il le peut, hein, il a été pas mal fracturé par tout ça, mais en même temps, je veux dire, c'est pour ça aussi, on en parlait d'ailleurs parce qu'on travaille des fois ensemble sur des textes, sur des problèmes commerciaux, et que, par exemple, il y a Monsieur Pernaut, qui est un mandataire qui a le mérite de balancer sur Internet des articles extrêmement brillants, bien construits, de jurisprudence, qui sont plutôt à la défense du débiteur que de sa profession. On a des magistrats comme Georges Domergue, qui est pour moi c'est un emblème, et tu vois, quand je sais même pas quoi dire quand je parle de Georges. Alors moi, je vais te dire, bon, parce que là, ça fait, tu te rends compte, on parle beaucoup, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est en lien, d'accord? Mais on va faire déjà, même si on va déborder un petit peu, un tout petit peu quand même, d'accord? Il y a une chose qui est importante pour que les gens reviennent voir ce genre d'émission qu'on fera le lundi soir, d'accord? C'est les similitudes de chacune des liquidations, d'accord? Et de s'apercevoir, où là tu vas être d'accord avec moi, je suppose, c'est qu'on s'aperçoit que avant d'aller juger une affaire sur les faits, ce qu'on appelle le fond, ils mettent en pratique une chose importante, c'est de mettre des verrous au niveau de la forme.
C'est-à-dire, Alors là, bon, on va. j'en viens au verrou de l'avocat qui est quand même quelque chose pour un débiteur qui n'a plus accès à ses comptes. C'est le fait de pouvoir se payer un avocat, c'est pas possible quand on est en liquidation, c'est extrêmement compliqué. Donc, ils mettent des verrous à plusieurs étages et aussi dans ce qu'on peut contester, puisque comme tu le disais tout à l'heure, tu l'as soulevé très justement, la parole du liquidateur, on est sur un auxiliaire de justice. Donc, sous traitement de serment, forcément, sa parole est a priori incontestable. D'accord. Et Bon, malheureusement, souvent incontestée. bon, Voilà. donc là, ce qu'il faudrait que j'apprenne, c'est à partager des preuves, à partager des éléments. On balancera, parce que tu as des vidéos, bien entendu, donc avec des paroles de professionnels, donc j'en ai. Donc pour la première émission, je sais pas trop encore utiliser cette mécanique de partager les documents, mais ce qui est certain, c'est que au-delà des invités qui vont arriver le lundi, il y aura à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle une émission où il y aura plusieurs invités pour recouper les mêmes mécanismes. D'accord? Je ne sais pas comment on organisera ça, mais pour l'instant, moi, j'ai les 5 premiers invités des prochains lundis, d'accord, qui Je les sont connais paramétrés. tous. Je les connais bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on travaille en réseau, quand on travaille en alliance, le but, c'est de partager notre vécu et de montrer la mécanique. Et c'est grâce à cette mécanique, grâce au fait qu'on recoupe, parce que leur mécanique, elle est strictement la même. Hein, à chaque fois, ils font Toujours, ça. toujours. Donc, au fur et à mesure que des témoignages arriveront, avec, on va dire, des créanciers qui sont des fois différents, mais la mécanique du mandataire, qui devient liquidateur, hein, d'accord, celui qui fait l'inventaire de tout, puis à un moment donné, il a compris qu'il y avait Ou du pas stress. d'ailleurs, parce que des fois, ils font pas d'inventaire, on en parlait Oui, tout non, à mais je veux l'heure. dire, dans sa tête, Des il fois, le ils fait font quand même pour juste savoir. rien, ils prennent des honoraires et En tout cas, Estelle, moi, ce que je voulais dire pour ce soir, parce que là, on va être obligé de rendre l'antenne. C'est un premier rendez-vous très, on va dire, comment on pourrait le qualifier? Une première, d'accord? Une j'étais première ravie pour d'être ton expliquer un invité petit peu et en les plus, choses. que ce soit On toi, aura peut-être l'occasion de revenir, d'accord? avec grand Notamment quand il y plaisir. aura des informations complémentaires. Il y aura peut-être des sessions collectives avec d'autres victimes. Le but, c'est quoi? C'est de démontrer que faut que les gens arrêtent d'avoir de la retenue. Il Parce faut pas que, avoir peur. voilà, c'est ça. Il Mais, faut, mais on passe tous par là parce que ça, c'est une dynamique assez terrible et presque macabre. C'est qu'on assassine l'entrepreneur, mais sur tous les plans, et qu'on le prive de sa confiance, et aussi qu'on le tient pour responsable de ce qui lui arrive. On le condamne, on lui dit que c'est de sa faute, qu'il n'a pas su gérer, ce qui est très rarement le cas d'ailleurs. Hein. Ça arrive, hein, je ne dis pas, mais c'est souvent bien autre chose. Et c'est très difficile de sortir indemne de ces combats, de retrouver sa confiance. On le fait en réseau parce qu'on se soutient beaucoup et ça, c'est pour moi le plus justement, important, et toujours faire gaffe à ce qu'il n'y en ait pas un qui tombe parce que c'est des procédures tellement longues et pénibles et qui induisent, voilà, je pense à beaucoup de mes amis que tu recevras, hein, Jean-Michel Andro, qui est pour moi pareil, quelqu'un que j'affectionne et dont j'approuve et le combat et tout le parcours, et je conseille d'ailleurs de lire son livre, Le sabre et le bâton. d'accord? Et voilà, donc oui, c'est très difficile aussi dans notre souffrance parfois de nous entendre, de nous comprendre, même si on vit les mêmes choses, on est tellement, c'est difficile de mettre l'affect de côté. Bien sûr, bien sûr. Et on perd des choses, des êtres chers aussi dans ces combats. Alors ça fracture, mais c'est important de tenir parce que c'est aussi un héritage qu'on doit donner. C'est voilà, logiquement la volonté et le pouvoir d'entreprendre en France, ça devrait être promu, mais ça devrait être promu pour de bonnes raisons, pour de vraies raisons, parce que c'est viable d'être entrepreneur et parce que c'est louable d'être entrepreneur en France et parce Donc, que c'est l'avenir de nos enfants.
Dans les prochaines émissions, je présenterai la parole de certains professionnels qui étaient apparus dans l'émission qui était passée pour la réforme des tribunaux de commerce. Tu connais ces vidéos-là, d'accord? Il y a des paroles de professionnels qui sont importantes. On Ben, je vais te organisera, suivre, hein. hein? Je vais te Ouais, suivre. ouais, c'est ça. Et il y aura ça, et en fin de compte, on va vite découvrir que pour beaucoup de cas, comme tu le disais en introduction tout de suite, là, il y a quelques instants, c'est souvent la victime qui devient coupable, en fait. C'est ça? Et ça, c'est une mécanique juridique qui est, Régulière, récurrente, voilà, c'est ça. Donc, et dans beaucoup de procédures. bien Donc, on sûr. aura l'occasion peut-être de revenir sur un autre rendez-vous pour parler des mécaniques des recours, d'accord, Avec qui servent grand plaisir. strictement à rien, à part enrichir la mécanique juridique, de payer des honoraires et de dilapider le peu de fonds qui reste à un entrepreneur Oui, pour alors essayer. c'est vrai qu'on nous oblige à avoir un avocat, mais c'est important et de connaître les stratégies et de connaître son ennemi. Il faut savoir qui on est en face. D'accord. Alors, le mot de la fin Et pour toi, ça sera quoi? Pour le mot de la fin, ça sera quoi? bah, ce sera que d'abord, j'encourage tous ceux qui ont vécu, et la plupart on les connaît, à tenir le coup, surtout, que on dit que c'est en justice comme dans un mariage. Alors, j'ai pas réussi à le faire pour mes mariages, mais qu'à partir du moment où on a tenu 7 ans, eh ben, c'est qu'on tiendra jusqu'au bout. Donc, je sais, c'est un combat long, difficile. Ça demande beaucoup d'abnégation. On sait, des jours, des nuits. Il n'y a pas de samedi, pas de dimanche, faut pas croire. Il y a des urgences un peu tout le temps. Il y a D'accord. des Est-ce difficultés, que le combat, mais il faut pas lâcher, jamais lâcher, parce qu'on le doit aux générations futures, et il est temps qu'on règle ce problème. Et j'insiste aussi sur une chose, c'est bon, moi c'est un peu différent, je suis une femme entrepreneur. Je pense que le fait que je sois une femme, peut-être ça a joué un peu. On est de plus en plus nombreuses. Et sûrement, ils se sont dit, oh là là, facile, hein, c'est une nana avec 2 gosses sous le bras, on va la manger tout cru. Et que arrivent de plus en plus de femmes, elles seront de plus en plus nombreuses à se défendre au tribunal de commerce. Et je crois vraiment en la femme, en la force des femmes. Je suis pas féministe, mais je crois en notre force parce qu'on se bat différemment, et il va falloir que ces messieurs les formations du tribunal s'adaptent à leurs nouveaux adversaires. bien. Donc, Parce qu'on est toutes nouvelles, très en forme et redoutables. Et on va rien lâcher. j'adore entendre ça, Estelle. Je trouve ça comme mot de la fin, comme excellent. Donc, j'en déduis que la femme est l'avenir de l'homme, en fait. Ouais, mais qu'est-ce qu'on ferait sans nos hommes? D'accord. Donc, à tout état de cause, bon, pour ce premier rendez-vous, bon, même si on aurait pu publier quelques documents, bon, on l'a pas fait, bon, faut que j'apprenne encore à gérer bien ça. Mais, Oui, mais après, bon, les explications graphiques et bon, ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais là, c'est pour ça, enfin, moi, je peux documenter, t'envoyer. si les gens veulent regarder une partie de tes documents, on saura leur montrer une adresse internet ou un site Voilà. YouTube Pour le auquel. moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis obligée aussi de garder beaucoup de prudence, puisqu'il y a une Ouais, information pénale, donc j'ai le respect du secret de l'instruction. d'accord. Donc c'est ça. Elle est Donc tellement secrète que je suis même pas au courant de cette instruction, mais voilà. Donc donc du coup, voilà. Donc voilà. Et normalement, tu vois, la semaine prochaine, il y a un autre invité que tu dois connaître aussi, hein, qui s'appelle Emmanuel de Corée. Donc, bien sûr, je connais d'accord. Qui Emmanuel. lui, alors en plus, il a une particularité avec les contacts qu'il a eu de haut niveau, d'accord. Mais on s'apercevra vite que la mécanique qui s'est mise en place est C'est la même similaire. que dans mon affaire avec Voilà. Emmanuel, on a eu Et, l'occasion d'échanger, c'est et pareil, c'est toujours le pareil. métier est différent, les enjeux économiques sont un peu différents, mais la mécanique de tuer est strictement la même. D'accord? Estelle, Oui, je alors bon, trouve. de tuer, je rappelle une chose, hein, mécanique de tuer peut-être, mais on n'est pas mort. Non, non, mais On je sais, est là je suis et d'accord avec toi. Je suis d'accord. Moi, je préfère me dire que on est derrière et on réapparaît. Voilà. On est des, on est mort économiquement, mais on est bien vivant au niveau de la défense. Hein?
Moi, je dis que c'est une expérience curieusement extrêmement positive parce qu'elle fait. Il faut beaucoup de recul pour arriver à dire ça, crois-moi. D'accord. Mais elle m'a fait rencontrer des gens, je parlais de Georges, d'Ernest, Ouais. de toi, mais beaucoup de gens, Ouais, bien j'ai sûr, peur je sais. d'oublier plein de gens, mais la plupart de mes amis sont des amis de combat maintenant, que je suis très fière de porter dans mes amis. Eh ben, Et écoute, ça en fait tout beaucoup cas, de tri, mais ça permet d'être dans la justesse de ce qu'est la vie et dans une réalité, aussi d'accord. difficile soit-elle, au moins on est ancré dans la réalité. Bon, en tout cas, moi, je te remercie d'être venu ce soir. Je te remercie d'en parler encore autour de toi dans les entrepreneurs qui ont été liquidés, qui Bien auront sûr. envie d'en parler, d'accord, avec, avec, on va dire, des publications de documents annexes ou de témoignages vidéo annexes, d'accord. En tout cas, je te dis à bientôt, Estelle, en te remerciant de ce combat, de le continuer, et tu me tiens au courant de tout ce qui se passe derrière, d'accord. Alors, je te remercie, bien évidemment, tu seras au courant, et puis je remercie toute l'équipe de TV ADP parce que voilà, c'est un élan citoyen qu'il faut et c'est formidable d'avoir toute une équipe. J'en ai découvert deux acteurs tout à l'heure, c'était un grand plaisir. Merci de ton invitation, Caribou. Merci, Estelle. Alors, je me permets de Merci, mettre des touches, des bisous. d'accord. Et à bientôt, donc à lundi, jeudi, à lundi prochain pour la mission, la seconde, avec un autre invité, et on parlera des mêmes mécanismes, d'accord. On donnera encore des noms, et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, et qu'à force d'enfoncer le clou, J'en ai d'autres. d'accord. Donc, merci Estelle, merci TVADP, et à la semaine prochaine. Merci. Merci à tous.